Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Vous connaissiez les blousons noirs, mais connaissiez-vous le gang spinalien des blousons dorés qui a sévi à la fin des années 50 dans toute l'agglomération? Ils étaient 6, 5 garçons et une fille. La presse les a appelés les blousons dorés d'Épinal, en référence au fameux blouson noir, le surnom des voyous à l'époque. Dorés? Oui, car tous les membres de cette curieuse bande étaient issus de bonnes familles d'Épinal. Des agents d'affaires, des fondés de pouvoir d'une banque ou des officiers de carrière. Par désœuvrement, par volonté de défier la société bourgeoise dans laquelle ils évoluaient, mais aussi par appât du gain, ces jeunes gens décident en septembre 1958 de passer à l'action. Certains d'entre eux sont encore mineurs au moment des faits. Étudiants en philosophie ou élèves au prestigieux lycée Henri IV à Paris, d'autres sont tout juste majeurs comme Anne-Marie, la seule fille de l'équipe, qui est alors jeune professeure dans un lycée technique et prépare une licence scientifique. Lorsque la presse découvre que les auteurs de la série de cambriolages commis entre septembre 1958 et août 1960 sont ces jeunes-là, c'est la stupéfaction. L'Est républicain écrit « Tous les spinaliens connaissaient Jean-Robert, Christian, Daniel, Claude, Jacques et Anne-Marie. On les avait rencontrés sur les chemins du lycée, on les surprenait parfois discutant à la terrasse d'un café, et puis il y avait leur famille, toutes honorablement connues. C'étaient des bons petits gars, pas plus remuants que d'autres. Et puis, coup de tonnerre dans le calme spinalien, une vingtaine de cambriolages et 11 millions de butins. » La bande n'agissait pas en amateur. Les forfaits étaient parfaitement préparés. Les jeunes effectuaient d'abord des repérages des lieux, visant des villas appartenant à des notables d'Épinal et des alentours, médecins, négociants, chefs d'entreprise. Ils prenaient soin ensuite de faire sonner le téléphone fixe pour vérifier que la maison était bien vide le jour choisi. Puis, ils pénétraient dans les lieux à l'aide d'un diamant pour découper les carreaux. Ces derniers étaient récupérés et déposés doucement avec une ventouse. Une fois dans les maisons, ils fouillaient partout, crochetant les meubles avec une baïonnette et s'emparant de tous les objets de valeur. Bijoux en premier lieu, mais également montres, caméras, vêtements de qualité, disques et parfois aussi de l'argent liquide. Ces biens étaient ensuite proposés à des receleurs habitant dans d'autres villes de l'Est de la France, y compris Nancy, ainsi qu'à Paris. Pour eux, tout va basculer dans la nuit du 3 au 4 août 1960. Un cambriolage se produit à nouveau chez un médecin d'Épinal, mais cette fois les gendarmes disposent d'un indice sérieux. Un indice qu'ils ne révéleront pas pendant la procédure et dont on ne sait donc pas grand-chose. Mais cela permet de dégager une piste. Ils communiquent leurs informations aux policiers de la sûreté et cela va les conduire jusque chez Anne-Marie, dans la voiture de laquelle ils vont découvrir une partie des objets dérobés. Suivront les arrestations des 5 autres, membres actifs ou simples complices. Pendant des semaines, la presse fait ses choux gras des rebondissements. Découverte de bijoux pas encore vendus et qui sont restitués, existence hypothétique d'un véritable réseau avec d'obscures histoires de location de voitures. Bref, les blousons dorés d'Épinal deviennent de véritables vedettes des journaux et des radios. Journalistes et experts tentent de comprendre pourquoi et comment des jeunes gens disposant d'un bon niveau de vie et d'un environnement familial plus que correct ont pu se lancer dans la délinquance organisée. Les garçons, plutôt beaux gosses comme on disait alors, ont-ils voulu épater des copines? L'éducation rigide reçue par certains aurait-elle enclenché une forme de révolte? Toutes ces versions circulent jusqu'au procès qui se tient à Épinal en juin 1961. Mais, déception, les débats devant la cour d'assises des Vosges ne permettent pas vraiment de comprendre les ressorts profonds qui animaient la bande. Lorsque l'avocat général se lève, tout le monde s'attend à un réquisitoire enflammé. On peut évoquer le problème de la jeunesse délinquante. Il existe, à n'en pas douter. Mais nous avons aussi en France une jeunesse magnifique qui trouve des dérivatifs suffisants en s'intéressant au sport, aux arts, à la littérature. Alors pourquoi n'ont-ils pas suivi la même voie? Pourquoi ont-ils préféré à ces loisirs sains l'ambiance trouble des bars? Se demande le magistrat. Certains font le procès de la société, mais la société actuelle n'a qu'une faible part de responsabilité dans une affaire de ce genre. Responsabilité des parents? Sans doute, mais elle n'explique pas tout. L'avocat général continue et évoque ensuite des causes multiples qui forment comme un faisceau, allant du goût pour le risque à l'absence de contrôle de soi en passant par des défaillances dans l'apprentissage de la vie. Je peux difficilement leur trouver des excuses, mais je ne peux pas leur ménager ma pitié, insiste-t-il. Il va réclamer ensuite des peines de prison à l'encontre des 3 principaux accusés, ceux qui ont participé à presque tous les cambriolages et les ont organisés. Il demande du sursis pour 2 autres garçons.
Et il conclut, à propos d'Anne-Marie, qui vient de passer 10 mois en détention, « Laissez enfin Anne-Marie repartir dès ce soir, afin qu'elle puisse rejoindre cette Afrique où un poste l'attend et où elle pourra oublier. » Maître Nagent, l'un des avocats de la défense, prend ensuite la parole. Il s'appuie sur des travaux des psychologues et rappelle que tous les accusés ont à peine dépassé leur 20e année. Selon lui, ils ont chuté au moment idéal, à un âge où le besoin d'indépendance, de valorisation est souvent plus fort que les avertissements de la raison. Pour son confrère Dupré, c'est le fossé entre les générations qui se creuse. Un fossé d'incompréhension. Il suffit parfois d'une occasion pour qu'un jeune difficile franchisse l'étroite frontière qui le sépare du mal et de la dégringolade. Ils se sont trouvés au carrefour de leur solitude et de leurs rêves, et ils ont dès lors voulu s'épater mutuellement. Alors les avocats interrogent les jurés et la cour. La réponse consiste-t-elle à envoyer ces jeunes croupir pendant des années en détention ? Maître Nagent et Dupré optent plutôt pour la mise à l'épreuve afin qu'ils puissent s'en sortir et rêver d'un avenir heureux et sans histoire. Il est 19h30, les débats sont clos. La foule est là, dans la salle d'audience, elle se répand maintenant en dehors du palais. Et il faudra attendre 22h30 pour connaître la décision des juges. 3 accusés sont condamnés à 5 ans de prison, 2 autres à 2 et 3 ans de prison avec sursis mis à l'épreuve. Et pour Anne-Marie, ce sera 2 ans de prison avec sursis simple. Elle va pouvoir refaire sa vie, tout de suite, loin d'Épinal. C'était Les Grands Crimes de l'Est avec les blousons dorés d'Épinal, un texte de François Moulin. Dans 15 jours, autre gang et autre région, nous irons voir le très audacieux gang des déménageurs en Alsace au début des années 60. Pour recevoir tous les épisodes dès leur parution, c'est pas compliqué, il suffit de vous abonner, c'est gratuit évidemment. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur toutes les autres applis de podcast. À dans 2 semaines.